Les églises traditionnelles en bois des charpentiers du nord de la Russie présentent elles aussi des particularités intéressantes. Assemblées sans clous ni agrafes, elles comptent des structures aussi singulières que l'église de l'Intercession à 24 dômes à Vitégra 1708, entièrement incendiée en 1963, et l'église à 22 dômes de la Transfiguration sur l'île Kidji 1714. En 1712, Pierre Ier de Russie décida de transférer sa capitale de Moscou à Saint-Pétersbourg, ville qu'il entendait aménager sur le modèle néerlandais dans le style baroque. Les plus importantes réalisations architecturales de son règne sont la cathédrale Pierre et Paul, qui abrite tous les tombeaux des Romanov. Sous le règne des tsarines Anne et Élisabeth, l'architecture russe est emmenée par le style baroque exubérant de Bartolomeo Rastrelli. Les chefs-d'œuvre de cet architecte sont le Palais d'Hiver, le Palais Catherine. Le baroque du règne d'Élisabeth sont le clocher de la Laure de la Trinité Saint-Serge et la Porte Rouge. Catherine la Grande renvoya Rastrelli et lui préféra des architectes néoclassiques invités d'Écosse et d'Italie. Parmi les constructions les plus significatives de son règne, citons le palais Alexandre, la cathédrale du monastère Saint-Alexandre Nevski. Alexandre Ier de Russie privilégiait le style empire, qui sera de facto le seul style à s'exprimer à cette époque, comme on le voit pour la cathédrale de Kazan, le palais de l'amirauté à Saint-Pétersbourg et le théâtre Bolchoï. L'influence du style empire fut encore plus forte à Moscou, où il fallait reconstruire les milliers de maisons incendiées lors de l'invasion de 1812 par Napoléon. Dans les années 1830, Nicolas Ier libéra l'expression architecturale, ouvrant la voie aux premières manifestations de l'éclectisme. Constantin Thon rechercha pour ses églises son inspiration dans les édifices russo-byzantins, cathédrale du Christ Sauveur de 1883, et ainsi donna le ton pour l'architecture chrétienne ultérieure. Il s'est inscrit dans la tradition Renaissance, comme on le voit au Grand Palais du Kremlin, 1849, le Palais des Armures, 1851. Les règnes postérieurs d'Alexandre II et d'Alexandre III virent la renaissance d'un style russo-byzantin dans l'architecture religieuse, tandis que l'architecture civile emboîtait le pas aux autres nations européennes adeptes de l'éclectisme. Elles évoquent l'émergence des sentiments nationalistes et la réhabilitation d'un folklore national réel ou fantasmé. Le musée historique d'État de Moscou. La Révolution d'octobre est l'ère constructiviste, 1917-1932. Dans les années qui suivirent la Révolution d'octobre, les architectes qui avaient refusé d'émigrer, rejoints par ceux de la nouvelle génération, se mirent à dénoncer l'héritage bourgeois et adoptèrent un parti pris formaliste. On dessinait les plans fonctionnels de grandes villes industrielles de la technique future. Le projet le plus ambitieux de cette période aura été la tour Tatlin de 1919, conçue par Vladimir Tatlin. La tour Choukov, dominant Moscou du haut de ses 160 mètres, fut achevée en 1922. Une des priorités de la période des soviets était la reconstruction des villes. En 1918, la création de l'atelier d'architecture de Mossovet, le conseil municipal de Moscou, fut l'endroit où s'élaborèrent les plans de la nouvelle Moscou, désormais capitale des soviets. Les jeunes architectes de cet atelier allaient par la suite s'imposer comme des chefs de file de l'avant-garde. C'est à Pétrograd, c'est-à-dire Saint-Pétersbourg, que virent le jour les modèles urbains. La ville était désormais considérée comme un lacis de grands boulevards, dominé par des immeubles cyclopéens, privilégiant le logement des ouvriers avec le chauffage et l'eau courante. Le premier immeuble d'habitation de ce type fut inauguré en 1923 et donna le signal de départ de la construction de grands ensembles. Le premier spécimen de ce nouveau style voit le jour à Pétrograd entre 1917 et 1919 avec le monument du Champ de Mars, combattant de la Révolution. Il s'agit d'un ensemble de simples monolithes de granit. Il fera école et inspirera tous les développements ultérieurs de l'architecture monumentale et de la sculpture soviétique. Mais le plus célèbre monument de la période est encore le mausolée de Lénine d'Alexis Shtuchoussev. La combinaison de labradorite brune et noire souligne son élancement et la finesse de ses lignes.
l'essor rapide des technologies, ainsi que les progrès dans la science des matériaux, eurent leur part dans l'évolution du constructivisme. Certains groupes créatifs jouèrent un rôle considérable dans l'expression architecturale de la Russie des années 1920. Parmi ceux-là, l'association des nouveaux architectes qui recherchaient une synthèse de l'art, l'architecture devenant une extension de la sculpture, les bâtiments devaient servir de point d'orientation aux hommes. La Russie révolutionnaire créa un nouveau type d'institution, les palais des travailleurs, les palais de la culture, qui donnèrent aux architectes un champ d'expression nouveau. Ils rivalisèrent dans la combinaison de grands volumes avec des motifs évoquant le machinisme et la production industrielle. La plus célèbre est sans doute le club Zouev construit à Moscou. La composition s'appuie sur un contraste entre des surfaces vitrées de forme simple, parallélépipédiques et cylindriques, et les angles vifs de la façade. L'expression symbolique dans la construction est l'un des principaux traits des œuvres de Konstantin Melnikov, notamment le club Roussakov de Moscou. La guerre froide. L'architecture stalinienne, comme l'architecture nazie, chérissait la monumentalité d'inspiration conservatrice. Tout au long des années 1930, l'URSS connut une urbanisation rapide en application des politiques staliniennes. Après 1945, non content de rebâtir les villes détruites au cours de la Deuxième Guerre mondiale, l'Union soviétique se lança dans une politique de prestige et entreprit la construction de 7 gratte-ciel à des emplacements symboliques de la région de Moscou, afin de rivaliser avec les constructions américaines. L'université de Moscou, 1953, par Lev Roudnev, est remarquable pour l'utilisation de l'espace. Les stations des métros de Moscou et de Saint-Pétersbourg, construites dans les années 1950, sont célèbres par leur conception extravagante et leur décorum convenu. D'une manière générale, l'architecture stalinienne a bouleversé l'aspect des villes russes et ukrainiennes de l'après-guerre, et elle continue d'imprimer sa marque en Russie par ses avenues démesurées, ses édifices publics cyclopéens. À la mort de Staline en 1953, le virage social et politique bouleversa le pays et les priorités de construction et d'architecture en furent naturellement affectées. En 1955, Nikita Khrouchtchev, confronté au retard des constructions de logements, appela à des mesures draconiennes pour forcer l'allure. Elles consistaient à promouvoir la production de masse et à faire l'économie du décorum de la période précédente. Ces mesures sonnèrent finalement le glas de l'architecture stalinienne. Néanmoins, alors que la géométrie des immeubles évoluait vers des formes cubiques dépouillées, leur architecture donna naissance à un style nouveau, inspiré par la conquête de l'espace, la fonctionnalité. Outre les immeubles en forme dépouillée, les années 1960 ont été marquées par la politique du logement. Les architectes imaginèrent un immeuble type à 5 étages, qu'on pouvait construire à partir de panneaux de béton préfabriqués. Ces immeubles devinrent le module habitable des cités urbaines russes. Construits à la va-vite, ils étaient d'une qualité nettement inférieure aux immeubles de la période stalinienne. Leur aspect gris et répétitif donnait aux villes d'Union soviétique leur allure rébarbative et déprimante. Au début des années 1970, Léonid Brejnev donna davantage de liberté aux architectes, et bientôt la variété des édifices s'en ressentit. Les îlots d'immeubles gagnèrent en hauteur et s'ornèrent de couleurs variées. Le recours aux mosaïques sur les refends devint la marque de fabrique de l'époque. Les débuts de la Fédération de Russie furent plutôt désastreux. Boris Eltsine fut réélu en 1996, battant le Parti communiste à 10%, soit 10 millions de voix. Les années 1990 en Russie furent marquées par une forte crise économique et la guerre contre les Tchétchènes. Le 31 décembre 1999, alors que la Russie est au plus bas économiquement, Eltsine démissionne pour raison de santé. Il nomme Vladimir Poutine, alors chef du gouvernement, président jusqu'à de nouvelles élections. Ces élections, Poutine les emporte haut la main. S'ensuit une période de redressement économique orchestrée par Vladimir Poutine, utilisant le pétrole et le gaz naturel du pays comme ressource principale d'exportation et aussi comme arme diplomatique. En 2014, la Russie a accueilli les Jeux olympiques d'hiver à Sotchi.
l'État n'exerce plus de contrôle sur l'architecture des édifices. La concentration croissante du capital et le retour des investissements internationaux en Russie ont provoqué un boom architectural. Les investisseurs ont amené avec eux les méthodes modernes de construction de gratte-ciel. On peut se faire une idée du résultat avec le nouveau centre d'affaires de Moscou, Moskva City. Prière russe pour le pays. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, tu es venu non pour juger le monde, mais pour le sauver. Tu es monté librement sur la croix pour tous les humains. Dans ton amour ineffable et ton indicible compassion, veille au bien et au libre salut de chacun. Tu es invisiblement présent dans ton monde et dans notre pays par le corps de ta sainte Église. Accepte les prières de supplication et de louange que nous t'adressons pour notre patrie. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, par les prières et la protection de ta Mère très pure et immaculée, des saints anges et archanges et de toutes les puissances incorporelles, des saints de notre pays et de tous les saints moines et moniales de notre pays, des saints et victorieux martyrs et de tous les saints martyrs de notre pays, éclaire, inspire, convertis et sauve notre patrie, ceux qui la gouvernent et tout son peuple. Nous te supplions, dans la vraie foi, accorde la grâce du non-jugement, la conscience libre, la force du Saint-Esprit, pour témoigner de ta vérité dans la paix qui vient de toi. Accorde-nous la grâce de voir nos propres fautes et d'accueillir ton pardon. Donne-nous de te glorifier et de te célébrer pour la bienveillance que tu manifestes à notre pays, à ceux qui le gouvernent et à tout son peuple. Inspire-nous de te célébrer en premier lieu pour la révélation que tu as donnée de toi-même à nos pères et à ceux qui en ce jour sur cette même terre bénie te confessent avec ton Père coéternel et ton très saint, bon et vivifiant esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen.